Alors bonjour, aujourd'hui on reçoit Charlotte Gérard-Fabre, sportive de haut niveau, arbitre et conférencière. Alors bonjour Charlotte. Bonjour. Tu as fait récemment la une de la prestigieuse revue Les Sportives. Ouais. Quel est ton ressenti? J'ai de la grande fierté, forcément, quand on fait une de magazine, ça arrive peut-être qu'une fois dans la vie, donc autant s'enorgueillir et puis porter haut et fort pourquoi on a été interviewé. Alors du coup on se retrouve aujourd'hui pour parler autour d'un thème, c'est le sport, un vivier de compétences. Je suis sûr que c'est un thème qui te colle 100% à la peau. Du coup première question, est-ce que tu peux brièvement te présenter? Oui, alors on va essayer de faire ça bref. J'ai deux casquettes, celle de sportif de haut niveau et puis celle dans le monde de l'entreprise. Sport de haut niveau, hockey sur glace, équipe de France de hockey sur glace, 6 championnats du monde, 2 Jeux olympiques en tant qu'arbitre, dont les derniers à Pyeongchang en 2018. Et dans le monde de l'entreprise, j'accompagne les start-upers, les managers et les dirigeants à plus d'efficience et de performance. Du coup, on voit bien que le sport t'a accompagné toute ta vie. Oui, j'ai fait vraiment mes deux carrières en parallèle. Et qu'est-ce qui finalement t'a poussé à aller vers l'arbitrage plutôt que le sport de haut niveau? C'est toujours un concours de circonstances. Quand j'étais jeune à l'UNSS, il fallait toujours laisser sa place pour que les autres puissent venir sur le terrain. Et alors ça, moi, laisser les autres faire et pas concourir, ça m'agaçait beaucoup. Donc le seul moyen de ne pas être hors jeu, c'était d'être dans le jeu et de prendre le sifflet. Être arbitre, on le sait, c'est riche de difficultés et contraintes. Comment est-ce que tu as su prendre ces contraintes et les transformer en atouts propres, en compétences? Alors oui, il faut toujours transformer les contraintes en force. C'est pas toujours simple, mais en tout cas, on apprend quand on est arbitre à être meilleur parce qu'on est la troisième équipe sur le terrain et de toute façon, on sera jamais considéré comme la star, hein. Donc on se souviendra de nous quand on aura mal sifflé, quand on aura pris la mauvaise décision. On ne se souviendra jamais de nous pour la bonne décision qu'on aura prise. Donc on apprend à transférer tout ça et puis on apprend à devenir meilleur, à encaisser, à devenir plus flegmatique et surtout l'expérience et le travail font qu'on va au-delà de tout ça très facilement. Pour la majorité des gens, un match de hockey, ça se résume à l'opposition de deux équipes. Mais tu aimes le rappeler, et à juste titre, une troisième équipe est indispensable au bon déroulement du match et c'est l'équipe des arbitres. Est-ce que tu pourrais approfondir un peu plus cette notion? Tout simplement, s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Dans tous les sports, on a beau essayer de me dire que l'Ultimate est le seul sport où on n'a pas besoin d'arbitre, mais en fait, tous les joueurs sont arbitres. Donc il y a toujours besoin de quelqu'un qui est là pour rappeler la règle, même si c'est de façon coercitive ou bienveillante, dans tous les cas. Mais oui, les arbitres, on a tous, nous, envie d'avoir le meilleur match, de ravir la finale, etc. Donc il y a toujours une troisième équipe sur la glace, sur le terrain, ou même ailleurs dans les sports indiv aussi. On ne peut pas faire sans les arbitres et c'est pour ça qu'ils sont aussi importants au jeu. Du coup, en quoi l'ensemble des arbitres peut être assimilé à un réel collectif? Qu'est-ce qui les unit entre eux? Ce qui les unit, c'est la beauté du jeu et c'est pour ça qu'ils sont là. En fait, chaque arbitre est passionné par son sport, donc il est obligé de composer avec ses collègues arbitres pour donner le meilleur de lui-même. Et c'est comme dans une équipe sportive, vraiment, c'est la force du collectif qui fait la puissance et la performance. La notion d'intelligence collective, c'est une notion que tu aimes bien aborder dans le sport et dans l'entreprise. Comment est-ce que dans ton expérience internationale, donc les Jeux Olympiques, est-ce que tu as pu construire cette intelligence collective avec l'ensemble des arbitres venant de nations différentes? Forcément, on est obligé de construire une intelligence collective. On est là tous en compétence, on sait pourquoi on est là. On était toutes au top niveau de notre sport, mais avec une culture différente, une approche du hockey différente. Et c'est ça qui est primordial, c'est de faire de toutes ces richesses et toutes nos différences, de capitaliser dessus. Vraiment avec chacune notre sensibilité, chacun son expérience pour aller au-delà de ce qu'on aurait pu faire tout seul. En fait, c'est vraiment ça, c'est le groupe qui est important, c'est l'accrémentation de chaque compétence qui fait une force extraordinaire et de la performance. Et du coup, cette carrière donc, de sportif de haut niveau et d'arbitre, c'est très énergivore. Qu'est-ce qui t'a donné la force d'aller jusqu'ici, d'aller jusqu'à l'olympisme? Je pense que c'est simplement l'esprit de compétition. On a chacun nos désirs et nos rêves, hein. On peut avoir envie de gagner le championnat départemental de curling bâton. C'est tout aussi louable que d'aller aux Jeux Olympiques. Moi, je ne me suis pas réveillée un matin en disant je vais être arbitre et je vais aller aux Jeux Olympiques.
Non, tiens, j'ai envie d'être arbitre et puis je suis au niveau régional, je suis au niveau national, je suis au niveau international. Ah, je suis aux Jeux Olympiques, j'ai touché les étoiles par 2 fois. Donc oui, c'est énergivore, mais comme toute passion qui te dévore, tu veux toujours aller plus loin. Et est-ce qu'à l'origine de ce courage, de cette envie, est-ce qu'il y a une personne de ton entourage qui t'a inspiré? Il y a plein de monde, c'est plein de rencontres. Je pourrais dire que dans mon éducation, il y a ma mère et ma grand-mère. J'ai été élevée par ces 2 figures féminines très fortes, mais elles n'ont pas été seules. J'ai aussi des figures masculines. J'ai des gens qui m'ont accompagnée, des gens qui ont cru en moi alors que les autres n'y croyaient pas. Il y en a qui m'ont fait confiance et c'est ces mains tendues qui m'ont tout le temps inspirée et permis d'aller toujours plus loin. Ok, ça nous apprend plus sur tes valeurs, ce que tu défends. Et du coup, je vais pouvoir passer la main à Lucas qui va te parler de ton engagement sociétal, on va dire, donc au sein de l'UNSS. Et voilà. Merci beaucoup. De rien. Alors, bonjour Charlotte. Bonjour. High five de loin. Alors, je vais te poser des questions qui allient jeunesse et entreprise. Alors, ma première question, c'est quelles recommandations pouvez-vous transmettre à la jeunesse qui a de plus en plus de mal à s'insérer en entreprise? C'est compliqué, on nous demande tous d'avoir beaucoup d'expérience sans jamais en avoir. Il faut avoir des CV longs comme le bras et plein d'expérience quand on a 22 ans. Donc c'est super compliqué et il faut rentrer dans les cases. Et les cases, elles ont été faites pour un certain type de personnes et la diversité n'était pas encore quelque chose de très commun chez nous, même si maintenant dans les mots, elle s'affiche. Dans les actes, c'est encore un peu compliqué. Donc je pense qu'à part persévérance, pugnacité et ténacité, j'ai pas beaucoup de conseils autres à donner à la jeunesse pour s'insérer en entreprise. Vous nous avez parlé des conseils qu'on peut donner aux jeunes. Et en quoi ces conseils sont-ils semblables à ce qu'on peut donner aux entrepreneurs? Écoute, les entrepreneurs, c'est un peu la même chose. Quand on parle d'une start-up, quand on a l'esprit d'entreprendre, il y a tout un tas d'obstacles qui vont advenir, plus ou moins grands. Et c'est la même pugnacité, c'est la même ténacité qui fera que l'entrepreneur va pouvoir développer sa start-up jusqu'au bout, entre les financements, les prises de marché, l'idée. Généralement, les idées, elles sont là, elles sont fantastiques. Notre jeunesse regorge de bonnes idées. Après, la mise en place, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, la ténacité va faire grande merveille auprès des entrepreneurs. Charlotte, vous êtes actuellement ambassadrice à l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. Et à l'UNSS, il y a 6 rôles. Est-ce que vous pouvez nous détailler? Oui, alors sur le dossier Vers une génération responsable UNSS Maïf, on accompagne et on valorise les jeunes qui s'engagent dans une démarche citoyenne et associative autour de 6 rôles, comme tu le disais, jeune coach, jeune dirigeant, jeune organisateur, jeune secouriste, jeune reporter et jeune arbitre. Yes. Alors, votre engagement à l'UNSS est maintenant connu. Est-ce que cet engagement est connu aussi au-delà des frontières? Alors j'ai un engagement au-delà des frontières, alors pas forcément auprès de l'UNSS, parce que l'UNSS, comme son nom l'indique, c'est franco-français. Mais par contre, je suis secrétaire générale de l'IFSO, c'est l'International Federation for Sports Officials. Très simplement, c'est la fédération internationale de tous les juges, tous les arbitres, de tous les sports confondus. Ça nous permet de pouvoir accompagner aussi les jeunes et la jeunesse à travers la mise en commun des valeurs et des compétences des arbitres par un projet Erasmus à travers l'Europe. Alors, vous défendez la jeunesse et vous avez cité dans un réseau social les experts du monde d'après les hommes blancs de plus de 50 ans. Ce monde concerne également cette jeunesse. Alors, comment mieux faire entendre cette notion d'intégration qui semble simple pour tous, mais complexe pour la société? Ouais. La diversité est souvent un grand mot, un peu usurpé en ce moment. On voit très bien qu'à la une de nos journaux, ce sont des hommes blancs de 50 ans qui donnent leur expertise. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de gens de couleur, il n'y a pas de gens des minorités, ce qu'on pourrait appeler des minorités visibles. Malheureusement, on manque de rôle modèle et ça se cantonne à quelques petites lignes dans les journaux ou à quelques petits spots à la télé, mais il faut que la jeunesse s'engage. Si la jeunesse ne s'engage pas, on verra jamais de jeunes qui s'engagent et qui sont force de proposition et qui sont rôle modèle. Moi, je conseillerais qu'il faut prendre sa place, tout simplement.
Alors, selon votre expertise, comment sensibiliser les jeunes vers les Jeux de 2024 qui se dérouleront à Paris? Alors, ça va être une grande fête nationale et il ne faut pas que la jeunesse se sente écartée de tout ça. Moi, je leur conseillerais plein de choses. Les jeunes à l'UNSS de la génération responsable, les jeunes officiels, on les encourage à aller vers le bénévolat. Ça va être une grande fête aussi du bénévolat et participer aux Jeux Olympiques en tant qu'organisateur, en tant que gardien d'un parking ou petite main, c'est vraiment fantastique. Ça permet de vivre des émotions et des challenges de dingue. Et en plus, ça vous fait grandir en multiculturalité et en pluralité. Quelles valeurs d'entreprise pouvez-vous transmettre aux jeunes membres de l'UNSS? Eh ben moi, qui ai toujours eu mes deux casquettes, mes deux carrières en parallèle, j'ai toujours fait un transfert de compétences d'un monde à l'autre. Et il est hyper important de se rendre compte que ce qu'on apprend à l'UNSS ou même dans des associations comme les vôtres, c'est l'engagement, la rigueur, la prise de décision, et c'est des choses importantes que vous aurez à faire plus tard dans le monde de l'entreprise. C'est ce qu'on vous demandera, d'être force de proposition, d'être engagé, tout simplement. Merci Charlotte d'avoir répondu à mes questions. Merci Je vais passer jeune homme. la main à mon coéquipier. Merci Lucas de m'avoir passé la main. On va pouvoir poursuivre cette super interview. J'en profite pour te remercier. Je suis très heureux de t'accueillir ici, au siège d'AORI. Voilà, c'est un grand bonheur. Top. Grand personnage. On va pouvoir commencer. Alors, comment as-tu réussi à trouver ton équilibre dans ta carrière et comment tu as réussi à sortir des cases? Ben, je crois que je suis jamais rentrée dans les cases, donc c'est sûrement pour ça que j'ai réussi à en sortir. C'est que l'équilibre, on le trouve parce qu'on est aligné avec soi-même. C'est-à-dire que notre tête, notre cœur, notre corps, tout va dans le même sens. On sait pourquoi on y va. La vision est claire. Même si elle n'est pas claire pour les autres, en tout cas, moi, j'ai toujours été alignée avec qui j'étais, pourquoi j'étais comme ça. Et même si, effectivement, je n'étais pas toujours dans les codes de la société parce que j'étais garçon manqué, fille réussie, ou parce que je faisais du hockey sur glace alors que j'étais une fille, ou parce que j'étais arbitre alors que dans le monde du sport, c'est aussi un peu bizarre. En fait, c'est pas une passion d'être en dehors des cases, c'est juste d'être capable de l'assumer. D'accord. Et comment, dans un monde normé comme l'arbitrage, tu as pu réussir à être toi-même, à sortir des cases? Parce que j'imagine que c'est un endroit où il faut rester objectif, il faut être impartial. Et comment tu as su dépasser ça pour rester toi-même? Je pense que c'est dans mes valeurs intrinsèques d'être impartial, de faire preuve d'humilité. En fait, je dis que je sors des cases, mais je sors pas de toutes les cases non plus. Oui. Dans mes valeurs propres, j'aime cette rigueur, j'aime la rigueur de l'arbitrage, l'esprit de la règle, et ça, pour le coup, je suis jamais sortie de la case. Et pourquoi j'ai évolué au plus haut niveau dans l'arbitrage, c'est aussi, pour le coup, dans cette case-là que je rentrais. Parce que j'étais à ma place. D'accord. La dernière fois, lors de notre précédent entretien, on avait parlé des offres que tu faisais aux entreprises. Comment tu parviens à faire ressortir les compétences cachées chez les managers? Eh ben, tout simplement en leur faisant prendre conscience qu'ils en ont. En fait, on est tous, toi aussi, on a tous des compétences qu'on acquiert dans la sphère privée, qu'on oublie de transférer dans la sphère professionnelle. Et donc, moi, par le prisme du sport, parce que c'est celui-là par lequel j'attaque, mais on peut être aussi très bien jardinier ou pâtissier à ses heures perdues et pouvoir ramener ça dans le monde de l'entreprise. C'est vraiment une histoire d'identification. Il faut prendre conscience de qui on est et de quelle puissance on a en nous. D'accord. Et donc à chaque fois, tu vas chercher le sport chez les clients ou tu utilises le sport comme exemple pour trouver d'autres valeurs? J'utilise le sport comme exemple. Simplement, tout le monde n'est pas sportif. Tout le monde ne pratique pas une activité physique et tout le monde n'a pas une passion dévorante pour le sport. Donc, je parle du sport, mais sans plus. C'est simplement un titre d'exemple pour faire une analogie. Petite question, est-ce que ça surprend souvent les entreprises que tu démarches, le biais du sport dans l'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui est surprenant pour... Alors, on a souvent l'habitude des conférenciers sportifs, parce qu'on est sur la performance, donc très classiquement, on nous dit, bah voilà, tu as été sportif de haut niveau, tu vas parler de performance à des commerciaux. Moi, je vais un peu plus loin que ça. C'est assez rare même d'ailleurs que je parle performance à des commerciaux sur simplement une conférence. Je les amène au-delà de ça, alors avec autour de 5 piliers d'expertise qui sont la prise de décision, qui mieux qu'une arbitre internationale pour prendre une décision dans un univers borné en une fraction de seconde et sous pression,
La gestion des temps et la gestion des temps pour un sportif, c'est facile. On a le match du week-end, le match des championnats du monde annuels et les matchs olympiques tous les 4 ans. Donc il y a une vraie gestion des temps. Il y a la gestion des conflits. Quand on est arbitre de hockey sur glace, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire, de faire un dessin pour dire qu'on sait gérer des conflits. Et puis il y a aussi toute cette dimension de transfert de compétences. Quand on est arbitre, quand on est sportif, on ramène toujours ces compétences dans notre petit sac à dos dans le monde de l'entreprise. Et j'incite les managers, les start-upers, les dirigeants à regarder déjà ce qu'ils ont dans leur sac à dos pour le valoriser. D'accord. Ok, super. Comment, avec la crise du Covid-19, tu as réussi à renouveler ton offre, à dépasser cette problématique et comment tu as pu te réinventer? Et bien, grâce au sport, alors non pas que je propose maintenant des séminaires totalement sportifs, mais en tout cas ça nous apprend à pivoter le sport. On est toujours dans l'adaptation, on ne sait jamais où le ballon va aller, où le palais va se trouver dans la fraction de seconde suivante, donc on a une adaptabilité forte. Et là, j'ai pivoté sur du digital, sur des capsules vidéo, parce que le présentiel n'a pas trop la cote en ce moment, forcément. Et puis aussi sur la gestion de crise. Moi je gère de la crise, donc en temps de crise, j'ai pas connu la crise. Oui, ok. Bah, c'est une première pour tout le monde, hein, parce que c'est assez difficile. C'était une crise inédite. Il a fallu accompagner ceci dans les entreprises. Alors, et puis le retour au travail a été aussi un grand catalyseur d'émotions, parce qu'on est tous un peu angoissés de retourner. Oui, c'est vrai. J'ai une dernière question pour toi. Comment de jeunes étudiants comme nous, dans l'association Harari, pouvons-nous utiliser le sport comme force en entreprise? Ce que je veux te demander, c'est quels conseils peux-tu nous donner, nous, 19, 20, 21 ans, pour que ce soit une vraie force? C'est assez simple, j'allais dire. Tout conseil n'engage que celui qui le donne. Hein. Donc, moi, je vous conseillerais de garder donc, ce dynamisme que vous apporte le sport et de bien prendre conscience que la défaite fait partie de la victoire, de prendre en compte que la performance peut aussi être facteur d'échec. Parce qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde, il faut y aller étape par étape. Et en tout cas, il y aura forcément des obstacles, il y aura forcément des choses qui vont être moins drôles pour pouvoir à la fin s'éclater. Donc c'est comme dans le sport, il faut beaucoup s'entraîner pour faire des matchs performants, il faut beaucoup donner de sa personne pour le collectif. Et donc toutes ces valeurs, vous les avez en vous, il suffit juste de les identifier, de les valoriser et de les transférer. Et est-ce que c'est un rapport, le droit à l'erreur, qu'on peut avoir quand on est jeune? J'ai l'impression qu'en fait, ce que je ressens, c'est qu'on n'a pas vraiment le droit de se tromper sans avoir beaucoup d'expérience, alors qu'on nous demanderait, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir beaucoup d'expérience à 22 ans, etc. Et donc du coup, qu'est-ce que tu penses du droit de se tromper, du droit à l'erreur? Moi je pense que le droit à l'erreur et le droit de se tromper est surtout très important tout au long de la vie. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Rappelle-toi quand tu as appris à marcher, combien de fois t'es tombé? Des bonnes dizaines de fois. Hein, voilà. Donc le droit à l'erreur, il est pour tout le monde, à tout âge. Et bien mal pris sont les gens qui pensent que la jeunesse n'a pas le droit à l'erreur et qu'on n'a jamais le droit à l'erreur. On a toujours le droit à une seconde chance, et surtout si on fait mieux la deuxième fois. D'accord. J'ai une toute dernière question qui sort un peu de l'ordinaire. On sait très bien que le sport va fédérer les sociétés, et la musique fédère aussi les sociétés. Alors voilà, j'ai une question. Quelle musique quelle musique peux-tu choisir pour te relaxer, et quelle musique peux-tu choisir pour désigner ton parcours? Alors je pense que je vais partir sur deux trucs totalement différents mais qui me ressemblent aussi parce que je suis multiple. Je dirais pour lâcher prise le soir, sauter toute seule dans mon salon, la dernière d'Offenbach, elle est quand même top. Ok, d'accord. Et pour faire l'analogie Offenbach musique classique, je partirais sur du Handel, sur la sarabande pour illustrer toute ma vie. J'aime ce flegmatisme et aussi ces temps forts et ces temps faibles. Ok, super. Bah, je te remercie d'avoir fait le déplacement. Merci à vous tous, c'était top. Voilà. Continuez. En plus, tu nous as apporté le beau temps. Alors... bon, voilà. Merci.